Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de l'émission Auto Hebdo. On est ravis de vous retrouver avec encore une fois un joli programme. Cette fois-ci, on partira dans quelques instants du côté de la Suède. On retrouvera un Pierre Barré enneigé à Umeå. Il était présent évidemment ce week-end sur le rallye de Suède remporté par Elfyn Evans. On parlera de ce qui était quand même la grosse annonce de la semaine dernière, à savoir Renault qui a annoncé stopper l'engagement d'Alpine en break à la fin d'année et l'engagement de Dacia également en championnat du monde des rallye raids. On parlera un petit peu des essais de Bahreïn de Formule 1 qui ont eu lieu la semaine dernière et évidemment quelques résultats du week-end avec à mes côtés aujourd'hui Valentin Glo et Mathieu Champenois. Comment ça va, messieurs? Salut Michael, salut Mathieu, ça va très bien, ravi d'être avec vous pour la première fois cette année. Bonne année, Valentin. Merci. Alors on s'est vu pour Daytona, mais voilà, première fois dans le canapé. Voilà. Ce que j'allais dire, on est sur un duo presque inédit. Alors ça fait un moment effectivement qu'on n'a pas fait l'émission ensemble, mais c'est un vrai plaisir de revenir là-dessus. Puis le thème évidemment impose de t'avoir parmi nous. Voilà, quand même. En effet. Valentin Glo qui suit pour nous le rallye raid. Grande nouvelle, ravi de l'apprendre. Écoutez, voilà, à un moment donné, une mutation en direct. C'est 2026, il faut être capable de tout faire. Voilà, on change de métier, non évidemment, mais Valentin est bien sûr là pour la partie endurance. Ah bon, je fais l'endurance moi? Alors oui, là par contre il serait peut-être temps de le savoir, mais je pense que dans les commentaires vous avez remarqué que Valentin était présent sur les manches d'endurance, notamment au WEC. Mais avant ça, on va d'abord parler de rallye et on va retrouver dans quelques instants Pierre Barré. Et on salue Pierre Barré, donc j'espère qu'il n'a pas fait trop froid du côté d'Umeå en Suède, donc pour ce deuxième rallye de la saison. Toyota a réalisé un week-end parfait, Elfyn Evans qui remporte donc, comme l'an dernier, le rallye de Suède, un quadruplé pour les Toyota Yaris. Qu'est-ce qu'on peut retirer justement de ce week-end des Yaris? Salut Michael, salut à tous. Ouais, effectivement, il a fait un petit peu froid en Suède, comme vous pouvez le constater derrière moi. La neige n'a pas encore fondu, il fait encore bien froid ici, mais en même temps on a vécu un super week-end, donc ça valait le coup de faire le déplacement en tout cas. Et puis ça a été la fête du sport automobile ici comme d'habitude. Ça a été la fête aussi pour Toyota qui a placé ses 4 voitures officielles aux 4 premières places de la hiérarchie, effectivement, avec une très très belle victoire d'Elfyn Evans, le pilote gallois qui clairement est l'un des favoris pour le titre de champion du monde 2026, si ce n'est le grand favori, même si après le Monte Carlo on se posait quand même la question de savoir si Oliver Solberg n'était peut-être pas un peu plus un favori que ce que l'on pouvait le penser au départ de la saison. Oliver Solberg a peiné un petit peu ce week-end avec sa position de départ du premier jour, vu qu'il avait remporté le Monte Carlo, il partait premier, donc il a fait la trace pour les petits copains, mais il a quand même, on va dire, sauvé les meubles avec pas mal de points inscrits, il a réussi à remonter jusqu'au 4e rang, donc ça c'est plutôt positif. Et puis Takamoto Katsuta également, qui était clairement au rendez-vous, il était le leader du rallye vendredi, mais c'est vrai que par la suite il a un petit peu peiné lui aussi le samedi, et Elfyn Evans a repris les commandes. Donc week-end parfait effectivement pour Toyota, week-end parfait pour Elfyn Evans qui se relance, on va dire, véritablement dans la course au titre, même s'il a jamais été vraiment trop loin de ça, puisque c'est clair qu'après le Monte Carlo il avait pris la 2e place, il avait déjà inscrit de précieux points, mais pour le coup Elfyn Evans donne d'ores et déjà rendez-vous pour la suite de la saison sur le rallye du Kenya, notamment le mois prochain, un rallye qu'il avait remporté l'année dernière. Michael, je pense que Pierre est un homme bionique, puisque nous faire cette couverture du rallye de Suède sans gants, je trouve ça formidable, c'est surhumain. Oui, parce qu'on l'a vu pendant toute la semaine et tout le week-end de ce rallye de Suède sur la chaîne YouTube d'Auto Hebdo, pas un gant, pas un bonnet, rien. Alors qu'il fait moins non plus, qui fait moins 14. Oui, encore moins 14, c'était c'était sur dur à moins 25 dans les spéciales. On voyait les présentateurs officiels du WRC en mitouflé, bonnet, écharpe, parka, et notre Pierre national. Oui, rien du tout. Franchement, on est des warriors. Voilà, c'est Auto Hebdo, c'est comme ça. Non mais bravo Pierre. Félicitations. Chapeau Pierre. Chapeau Pierre, mais moins chapeau à Hyundai du coup, qui clairement a fait la soupe à la grimace ce week-end. Il y a eu une victoire sur la Power Stage pour Thierry Neuville, pour un petit 10e, mais comment expliquer ce manque de rythme flagrant vraiment des Hyundai i20 qui étaient absolument aux abonnés absents pendant toute la semaine? Ouais, concernant Hyundai, c'est une situation vraiment compliquée, même si, comme tu le disais, Thierry Neuville a certes signé un temps scratch dans la Power Stage, mais clairement le compte n'y est pas du tout pour l'équipe Hyundai. Alors, il y a plusieurs points qui sont assez inquiétants. Les premiers points inquiétants, ce sont les déclarations de Thierry Neuville, d'Adrien Fourmeau. Quand on a eu l'occasion de les rencontrer durant ce rallye, on a l'impression finalement qu'ils ont un ressenti dans la voiture, mais que ce feedback n'est pas spécialement écouté par le team, ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre le retour des pilotes et véritablement ce qui est fait, je dirais, sur cette Hyundai i20 N Rally
1. Adrien Fourmeau nous parlait notamment de problèmes d'amortisseurs. Est-ce que ça pourrait être l'une des solutions? Thierry Neuville nous expliquait aussi que selon les terrains, selon la dégradation des spéciales, il arrivait à tirer un petit peu plus de potentiel de sa voiture. Et justement, il nous disait que dans la spéciale Doumea qui a servi de Power Stage, comme il y avait des ornières, comme la spéciale avait déjà été bien utilisée, c'était le 4e passage sur une bonne partie de la spéciale, et bien c'est dans ces conditions qu'il a réussi à tirer tout le potentiel de la Hyundai. Donc c'est un petit peu inquiétant, on va pas se mentir. Ce qui est inquiétant aussi, on peut pas se le cacher, c'est de voir Keza Pekalapi qui n'était plus monté dans la voiture dans une voiture du WRC depuis 2024, qui n'avait jamais roulé en compétition avec les pneus en coupe, qui n'avait jamais roulé avec la Hyundai dépourvue de système hybride, a été clairement le plus performant des 3 pilotes, même si Adrien Fourmeau est repassé devant au 5e rang du général en fin de rallye. Les Finlandais ont été impérieux en WRC2, c'est pas forcément une grande surprise. Victoire de Roope Korhonen devant Teemu Suninen, triplé au total pour les Finlandais. Est-ce que Korhonen pourrait jouer le titre peut-être dans cette catégorie WRC2 cette année? Ouais, du côté du WRC2, c'est vrai que les Finlandais ont été clairement au rendez-vous. Alors c'est pas une surprise, déjà ils étaient nombreux à s'engager ici même sur ce rallye de Suède, et puis évidemment les conditions, ils les connaissent très très bien. C'est sûr que par rapport à des pilotes plus latins, on va dire, qui sont moins habitués à la neige, eux ils connaissent ça par cœur, donc pas de surprise de ce point de vue-là. Et Roope Korhonen a été effectivement très impressionnant, parce que derrière il y avait du très très lourd, il y avait Lauri Juna, il y avait notamment Teemu Suninen. Roope Korhonen a réussi à contenir les assauts de tous ses concurrents, et Roope Korhonen effectivement factuellement il est un candidat pour le titre. Néanmoins, si on peut se permettre d'avoir un petit peu d'analyse sur le sujet, la prochaine manche à laquelle il va participer Roope Korhonen, c'est l'asphalte, et ça sera seulement sa 2e participation sur une manche asphalte en WRC2, et on va même peut-être dire la première, parce que sa toute première fois c'était en 2024 sur le rallye d'Europe centrale. Il avait été contraint à l'abandon dès la 2e spéciale. Pourquoi? Parce qu'en fait il y avait un problème sur les plaques d'immatriculation des voitures. Je vous le rappelle, le rallye d'Europe centrale, c'était un rallye qui était organisé sur 3 pays différents, et en fait au moment de passer la frontière, Roope Korhonen il avait été contraint de s'arrêter là, parce que la plaque d'immatriculation de sa Skoda à l'époque ne permettait pas de franchir la frontière qu'il était en train de passer. Donc autant le dire tout de suite, il n'a pas vraiment d'expérience sur asphalte en WRC2, à l'inverse d'un Léo Rossel qui est actuellement le leader de ce championnat, qui avait remporté le rallye Monte-Carlo, qui lui va arriver en Croatie sur un terrain qu'il connaît. Il avait participé à la manche européenne l'année dernière, donc sur le principe Roope Korhonen va peut-être un petit peu plus galérer sur l'asphalte par la suite, mais il aura aussi d'autres occasions de se refaire une santé. Donc ça, là-dessus, pas de souci en tout cas pour Roope Korhonen, qui fera partie des clients. Mais attention, parce que on l'a vu, la liste des engagés du Kenya est sortie, et on a noté le retour notamment d'Andreas Mikkelsen ou encore de Robert Virves, qui eux aussi seront des candidats légitimes pour le titre en WRC2. Et enfin, on les a logiquement moins vus qu'au Monte-Carlo, mais nos pilotes français étaient présents, nos équipages français étaient présents au rallye de Suède. Comment ça s'est passé pour eux, Pierre? Oui, il y avait quelques Français sur ce rallye de Suède, alors bien moins qu'au Monte-Carlo, c'est assez logique de par la situation géographique de la Suède, et puis aussi parce qu'on va pas se mentir, ça coûte un petit peu d'argent de venir rouler en Suède pour les pilotes français. On va déjà parler bien sûr en dehors d'Adrien Fourmeau et d'Alexandre Coria, des pilotes engagés en WRC2, puisqu'on retrouvait Matteo Chatillon et Elliott Delecourt. Ils ont fait plutôt un très très bon rallye, mais les deux ont été victimes de petits soucis, on va dire. C'est-à-dire qu'Elliott Delecourt hier samedi est légèrement parti à la faute. Il s'est tanké dans un mur de neige, donc il a dû repartir en nouveau départ. Et même chose pour Matteo Chatillon ce dimanche matin, qui a été lui aussi victime d'un petit souci du genre et qui a nécessité l'intervention, on va dire, de spectateurs pour le remettre en route. Donc le bilan final n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on a vu. Ce qu'on retiendra, c'est qu'ils ont été dans le top 10 du WRC2 quand il y avait tout le monde. Matteo Chatillon est même remonté au gré, je dirais, des abandons, un petit peu des concurrents. Donc ça, c'est plutôt positif. On ne connaît pas forcément le programme d'Elliott Delecourt pour la suite de la saison. Par contre, Matteo Chatillon, lui, avait annoncé un programme de 8 courses, donc il lui reste potentiellement 6 épreuves en WRC2. Et puis en WRC3, il y avait aussi le vainqueur du Monte-Carlo, Eric Royer, qui était présent avec la Ford Fiesta Rally 3 sous la structure Chazelle Technology Course. Ça a été un week-end un petit peu plus compliqué pour Eric Royer, qui a rallié tout de même l'arrivée sans encombre, bien évidemment, mais évidemment le terrain n'est pas du tout le même par rapport à des concurrents qui eux étaient un petit peu plus habitués et rompus à cet exercice. En tout cas, on salue sa performance. Il y avait un autre Français également qui n'était pas en WRC3 mais qui était dans la classe RC3, c'est-à-dire qu'il avait la même voiture mais il n'avait tout simplement pas payé l'inscription WRC3. C'était Tony Ribaud
Thibaudot, qui lui a connu un petit souci dans la première spéciale. Donc dès la première spéciale, il est reparti en nouveau départ. En tout cas, on salue tous les Français qui avaient fait le déplacement du côté de Douméa. Merci beaucoup Pierre. Bon allez, rentre vite dans la salle de presse parce qu'il doit y faire un petit peu plus chaud, mais en tout cas voilà, vous avez pu retrouver aussi toutes les vidéos de Pierre pendant ces 4 jours du Rallye de Suède avec pas mal d'interviews. Vous avez encore été très nombreux à les suivre. Merci beaucoup. On va passer maintenant à notre gros dossier de la semaine, le dossier Renault évidemment. Et oui, car l'implication de Renault en sport mécanique se diminuera fortement à la fin de cette saison 2026. Valentin, on commence par l'implication en WEC, le championnat du monde d'endurance. Alpine en WEC, c'est donc terminé de manière officielle à la fin de l'année. Et c'est bête de dire que c'est presque un soulagement d'avoir appris que c'était à la fin de l'année, parce qu'il y avait même des doutes que ce soit plus tôt. Oui, ces dernières semaines, ou les jours avant l'annonce officielle d'Alpine, il se disait même que le programme pouvait s'arrêter dès les 24 heures du Mans. Même si Alpine a confirmé que c'était jusqu'en fin de saison, on peut encore se poser la question de savoir s'ils seront là après le Mans, parce que finalement, quel intérêt de faire les dernières courses de l'année après le Mans pour un constructeur français, on pourrait se poser la question. Sachant que c'est au Brésil, aux États-Unis, des marchés sur lesquels Alpine n'est pas forcément. Voilà, le Japon, Bahreïn. Mais je pense qu'il doit avoir un certain accord avec le championnat du monde pour faire la saison complète. Après, honnêtement, ça fait plusieurs mois qu'on peut se poser la question, qui a des doutes sur l'avenir du programme, qui avait des doutes sur l'avenir du programme Alpine en WEC. Personnellement, j'ai entendu les premières rumeurs à partir de Fuji l'année dernière, donc ça fait déjà quelques mois. Et à partir du moment où M. Provost, qui a pris la suite de Luca De Meo à la tête de Renault, n'a jamais confirmé officiellement le maintien du programme WEC, qu'il avait confirmé que la Formule 1, forcément les doutes à partir de là étaient justifiés. Donc finalement, le coup près est malheureusement tombé. Ce sera la fin de saison, mais ce n'est malheureusement pas une surprise. La question aussi qu'on se pose, c'est effectivement déjà ce que ça va donner cette année, mais est-ce qu'on n'est pas aussi en mesure peut-être d'avoir une écurie privée ? Parce que Signatech, qui engage aussi ces voitures-là, pourrait-elle continuer l'an prochain avec quand même des Alpines ? Est-ce qu'il y a peut-être des pistes quand même pour essayer de garder ces voitures sur la grille ? Il y a plusieurs questions dans ta question, mon cher Michael. Tout à fait, je suis là pour ça. Je suis là pour poser des questions. Donc, on va y aller point par point. Déjà, qu'est-ce que ça va donner cette année ? En effet, quid de la motivation des pilotes, quid de la motivation de l'équipe. Alors, on peut faire confiance, je pense, à Philippe Sino pour essayer de donner un sentiment d'opération commando, notamment pour les 24 heures du Mans, pour partir par la grande porte. D'ailleurs, c'est là aussi que l'arrêt du programme n'est pas une surprise, puisque certes, le programme était sur la pente ascendante avec une magnifique victoire aux 6 heures de Fuji l'année dernière, mais on sait que le nerf de la guerre au WEC, c'est les 24 heures du Mans, c'est le juge de paix. Et malheureusement, les 2 dernières éditions des 24 heures du Mans pour les A424 n'ont pas été réussies. On se souvient du double abandon après 5 heures de course sur casse moteur il y a 2 ans. Et l'année dernière, la course n'a pas été réussie non plus du côté d'Alpine, même si les 2 voitures étaient à l'arrivée. Après, une pensée pour les pilotes, notamment les nouveaux arrivants, Antonio Félix da Costa, Victor Martins, qui arrivent dans ce projet, et qui finalement, un projet qui s'arrête déjà. Ouais. Oui, parce que Victor qui parlait justement à Michael il y a quelques semaines de ça, qui a été diffusé dans l'émission justement, et qui te disait que voilà, il était dans cette nouvelle dynamique, cette nouvelle parenthèse, si je puis dire, de sa carrière. Ce qui prouve quand même que la décision restait peut-être aussi surprenante pour certaines personnes dans l'équipe, en tout cas. Pas forcément soudaine, parce que comme disait Valentin, il y avait déjà eu des rumeurs avant, mais effectivement, oui, pour les pilotes, il n'y avait pas d'assurance, en tout cas, ou plutôt pas de confirmation en amont que ça allait s'arrêter, parce qu'évidemment, sinon, les choix auraient peut-être été différents, que sais-je. Oui, je parlais, moi, avec Antonio Félix da Costa à Bahreïn l'année dernière, et alors, il faut savoir qu'en plus, le pilote portugais a signé un contrat pluriannuel, donc on va se demander qu'est-ce qui va venir de lui. Et c'est un pilote qui, pendant plusieurs saisons, a été privé d'endurance de par son engagement avec Porsche, qui voulait qu'il se concentre exclusivement sur la Formule E. Et là, il retrouve enfin un programme hypercar. Et bon, le pauvre, il va falloir déjà en rechercher un nouveau. Sauf si, en effet, Signatech trouve un moyen de continuer de faire rouler ces 2 LMDH. Alors, comment ? Effectivement, en engagement privé, il faut se rappeler que quand Alpine revient aux 24 heures du Mans en endurance, c'est via Signatech en LMP2, et c'est un partenariat. C'est Signatech qui faisait rouler les 2 LMP2 qui étaient des Oreca rebadgés Alpine. Mais voilà, c'était un partenariat, donc ça coûtait pas grand-chose à Alpine. La situation est bien différente en hypercar. C'est beaucoup plus cher de faire rouler 2 LMDH, et d'ailleurs, on a l'exemple de Porsche qui s'est arrêté, et on s'est posé la question à un moment donné, est-ce que Proton va pouvoir faire rouler
de 963 en chemin du monde d'endurance pour conserver une certaine présence de Porsche. Il y a eu des discussions et finalement ça n'a pas abouti parce que Proton toute seule n'a pas les reins suffisamment solides pour faire rouler de 963. Je pense que malheureusement c'est pareil pour Signatech. Oui, donc la solution serait de trouver un autre constructeur pour rebadger les deux à 424. Alors après, qui peut se jeter dans cette aventure? Potentiellement les constructeurs chinois, on peut potentiellement avoir Geely, on pourrait penser à BYD. Quelque part, c'est une bonne opportunité. C'est une bonne opportunité. Parce que c'est un petit peu un moment qui était inattendu. Il y a beaucoup de constructeurs qui arrivent. On pense à Genesis, on pense à Ford, on pense à McLaren. Mais là, en l'occurrence, il y a un projet qui se dégage et un projet qui semble être, en tout cas, écouter des arguments un peu clés en main, en quelque sorte. Donc, presque, oui. On pourrait éventuellement penser à un retour de Nissan, potentiellement. Ouais, après, ça reste le groupe Renault, donc quelle serait leur envie de poursuivre. Alors, le programme Nissan en Formule E, lui, n'a pas l'air pour l'instant d'être en danger. D'ailleurs, ça n'a pas été annoncé comme étant potentiellement à l'arrêt. Mais voilà, effectivement, là, on est sur une situation qui est différente de Porsche, dans le sens où Porsche arrête le WEC, mais continue en IMSA. Donc, ils sont toujours engagés officiellement, sachant que là, Alpine se retirant, ils peuvent effectivement redonner les propriétés intellectuelles des voitures à une autre marque ou quoi que ce soit. Et il y a une différence de timing. Porsche a annoncé son retrait du WEC sur la deuxième partie de saison, en fin d'année. Alpine, on n'est que, entre guillemets, au mois de février. Ça laisse une certaine marge de manœuvre, mais qui reste très très courte. Bien sûr. Puisqu'il va falloir trouver une solution d'ici Le Mans. Après Le Mans, ça sera quasi impossible. Oui, c'est ça. Et puis oui, même si en fin d'année ça se débloque, après il y a tous les contrats de fourniture avec les pneus, avec toutes les parties prenantes du WEC aussi qui sont à prendre en compte. Donc non, c'est sûr que ça devient compliqué. Tu parlais tout à l'heure des différences justement avec le projet Porsche qui s'est arrêté lui aussi en WEC pour différentes raisons. Alors Porsche, on en avait parlé justement ici même. On était tous les trois justement pour parler de ce sujet-là et on évoquait justement les difficultés financières de Porsche parce qu'en l'occurrence c'était ça qui menait à ces choix-là, à ces coupes budgétaires-là. En l'occurrence, le groupe Renault est dans un contexte, un consortium complètement différent, en l'occurrence. Je le rappelle, petite précision comme ça, les ventes d'Alpine en 2025 ont plus que doublé. On est sur plus 139% quand même de ventes des voitures Alpine à travers le monde. Néanmoins, il faut quand même pondérer, ça ne représente que 10 000 ventes. C'est la première fois de leur histoire qu'ils ont vendu plus de 10 000 voitures dans le monde. Donc, c'est déjà quand même un cap. Ce qui est un beau cap, mais en l'occurrence, si on compare aux autres marques ou aux autres grandes justement enseignes, si on peut dire, de l'automobile qui sont engagées dans le sport, on n'est pas du tout sur les mêmes volumes. Autre chose aussi, les ventes de Renault, elles, justement, surperforment par rapport au reste du marché. Ils sont en augmentation, ils ont vendu plus de 2 millions, encore une fois, de véhicules sur l'année, donc ils ne sont pas du tout en difficulté financière comme Porsche peut l'être, à perdre des milliards, notamment par rapport à ce virage électrique qu'a mieux négocié Renault pour le coup en termes stratégiques. Donc je pense que on va en parler notamment avec les autres projets et le groupe en lui-même, la stratégie globale du groupe, mais la stratégie de Renault, elle n'est pas de se précipiter à tuer les coûts par nécessité, mais plus par stratégie, par volonté stratégique, de dire on tue les coûts là où on n'en a pas besoin, et notamment, on va en parler au global, aussi avec le Rally Raid, mais il y a aussi à mon avis une question d'image qui joue beaucoup, d'où le fait que la F1 soit privilégiée aujourd'hui. Oui, puisqu'on rappelle que l'Alpine F1 va continuer, même si évidemment maintenant c'est Tim Enstone avec un moteur Mercedes qui propulse cette voiture, mais donc on arrête le Rally Raid également. Dacia, qui a remporté le Dakar il y a quelques semaines, va arrêter son engagement à la fin de l'année, et le centre d'excellence, l'Hypertech Alpine, qui était le nouveau nom de l'usine de Viry-Châtillon, devient maintenant Alpine Tech, qui va mettre l'accent, je cite le communiqué de presse officiel, sur l'innovation au service de Renault Group et Alpine. Donc, ce que je comprends, et peut-être ce que vous comprenez aussi, c'est qu'on va se réinventer même peut-être plus sur la voiture de route maintenant aussi du côté de Viry-Châtillon, ce qui est peut-être un peu dommage pour toute l'expertise française qu'on a réussi à glaner là-bas. Une expertise en sport automobile qui est très pointue, quand même de très très haute qualité. Le maire de Viry-Châtillon, d'ailleurs, Jean-Marie Villain, avait parlé notamment aussi d'une trahison de la part du groupe Alpine vis-à-vis de ce qu'ils avaient fait ici. Oui, parce qu'il faut préciser que dans le communiqué, on comprend aussi que beaucoup d'emplois sont quand même menacés. C'est sûr, voilà. Qui a un plan de réorganisation qui est mis en place. Donc, ce qui est malheureusement compréhensible dans le sens où une fois que tu bascules du sport automobile à l'automobile, les demandes sont plus les mêmes. Forcément, il y a beaucoup de métiers de haute qualité qui n'auront pas forcément autant d'impact sur l'automobile de tous les jours. Mais en l'occurrence, pour rebondir un petit peu sur ce que je disais, pour justement ça par rapport à la réorientation sur les voitures de route, je pense qu'en l'occurrence, c'est un calcul d'Alpine, et plus spécifiquement du groupe Renault, à se dire, ok, qu'est-ce que nous rapporte le WEC ?
qu'est-ce que nous rapporte le rallye raid, et même si c'est évidemment très dommageable pour nous passionnés de sport automobile, parce que finalement si on axe uniquement sur le côté sportif, on peut se dire ok, Alpine F1 ça gagne pas, alors que Alpine Wake ils ont gagné Fuji, Ouais. alors que Dacia Ils ont en rallye gagné raid le Dakar. ils ont gagné le Ils Dakar. gagnent, ouais. Donc effectivement si on raisonne d'un point de vue purement sportif, on se dit c'est complètement incohérent, pourquoi ils font ça? Oui, mais à côté de ça, l'image de la F1, c'est 24 Grands Prix dans l'année, Voilà. avec des diffusions, avec des millions de téléspectateurs chaque week-end, alors que le WEC, malheureusement, ce n'est Et c'est c'est que aussi- les 24 heures du Mans. Et c'est aussi une presque. critique Et qu'on a vu pour même le Dakar, parce que le Dakar Oui. qui est j'allais dire le fleuron du rallye raid, bah, en l'occurrence voilà, il y a beaucoup de passionnés purement voilà, de l'ancienne époque on va dire du Dakar qui se retrouvent peut-être un petit peu moins dans le format actuel, donc c'est vrai qu'en termes d'audience il y a pas photo, et donc forcément ils font ce calcul de est-ce qu'on a besoin, encore une fois pour beaucoup de constructeurs aujourd'hui le sport automobile est une vitrine, donc la question c'est est-ce qu'on a encore besoin de cette vitrine autre que la Formule 1? Bah, visiblement Renault a fait son calcul et la réponse semble être non. Bah, aujourd'hui, je pense que malheureusement, c'est pas parce que tu gagnes les 24 heures du Mans que tu vas vendre des Alpines. Imaginons s'il les gagne C'est cette année. C'est voilà le vieil adage de win on Sunday et sell on Monday n'existe plus vraiment aujourd'hui dans le milieu du sport auto. Et ça pose aussi, je pense, messieurs, mais ça, on pourra même en faire un débat complet parallèle, mais ça pose question de justement, la Formule 1 n'est-elle pas aujourd'hui le seul sport automobile qui puisse vraiment valoir le coup? Parce que le WEC, évidemment, McLaren arrive, Ford arrive, donc ça c'est très bien, ça va compenser les deux départs de Porsche et d'Alpine. Mais on est aussi d'accord, Valentin, que deux marques qui quittent un championnat, même si d'autres arrivent, c'est pas le bon signal non plus, et ça peut malheureusement donner le ton des prochaines années. On sait que l'endurance est très cyclique aussi, malheureusement. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. On peut, mais Je suis pas tout à fait d'accord. ça tombe bien. Non, ça me fait penser à la chute de mon article sur Porsche que j'avais écrit l'année dernière, où quand un constructeur s'en va, effectivement, ça peut donner des mauvaises idées aux autres. C'est comme quand on est invité dans un repas, un dîner d'amis, on veut jamais être le premier à quitter la table. Bon, à partir du moment qu'il y en a un qui se lève, le monde se lève ensuite. les autres invités ont tendance à suivre. Blague à part, en effet, on peut avoir cette impression-là que Porsche, le départ de Porsche, amène une suite logique de départ avec Alpine. On pourrait parler avant même de Lamborghini qui est parti aussi avant Bien Porsche. sûr. Mais comme tu l'as dit, c'est cyclique et finalement, il y a Genesis qui arrive cette année, McLaren qui arrive l'an prochain, Ford aussi. L'endurance ne s'est jamais aussi bien portée. Et comme tu le dis si bien, c'est une affaire de cycle. Moi, je suis absolument pas inquiet pour le WEC ni pour les 24 heures du Mans. Je vois pas pour l'instant d'autres constructeurs partir à court terme. Voilà, oui, c'est cyclique, ce sont des décisions, et il y a d'autres constructeurs qui continuent de discuter derrière. On parlait des constructeurs chinois. Oui, bien sûr. Les constructeurs chinois sont de plus en plus intéressés pour venir en Mans. Il y a des projets de venir d'ici 2030. Et, voilà, on sait qu'il y a d'autres constructeurs. L'année dernière, on avait parlé au moment de Lola qui voulait venir. Voilà, il y en a d'autres. Hein. Je vais pondérer ce que tu dis, Michael. Je pense qu'effectivement, la Formule 1 est le seul sport automobile qui vaut le coup à court terme. C'est-à-dire que, Bien sûr. et c'est un petit peu ça la critique qu'on pourrait émettre vis-à-vis de la décision de Renault Alpine, là en l'occurrence, qui vient d'être décidée, c'est justement le fait que, ok, le calcul il est bon, oui, économiquement et structurellement il est bon. Maintenant, est-ce qu'il sera bon à long terme? Est-ce qu'il est bon aujourd'hui peut-être, mais est-ce qu'il sera bon encore demain? Effectivement, comme le dit Valentin, on est à l'ère aussi où le WEC se développe, où de plus en plus de constructeurs arrivent. Donc, est-ce que la Formule 1 va pas arriver au bout d'un cycle? On parlait la semaine dernière avec Cyprien ici même d'un changement de réglementation qui pouvait aussi peut-être être un petit peu inquiétant, parce que forcément on ne sait pas où ça va. Par définition, un changement de réglementation, ça peut rebooster, mais ça peut aussi mettre en difficulté. Donc aujourd'hui, effectivement, l'état actuel des choses, la F1 semble être le seul vrai gâteau intéressant pour les marques. En revanche, est-ce que ça le sera encore demain? Aujourd'hui, les décisions de Renault Alpine, elles sont plutôt court terme, je dirais. L'avenir nous dira si ils ont raison ou pas de prendre ces décisions. Je vais revenir sur le WEC, sur les constructeurs. Ferrari s'est réengagé sur le long terme. Bien sûr. Toyota refait quasiment une nouvelle voiture. Finalement, oui, on a perdu deux marques historiques des 24 heures du Mans, avec Porsche qui a le record de victoire, Alpine qui n'a qu'une seule victoire au Mans, mais une victoire historique qui fait finalement partie un peu de l'ADN des 24 heures du Mans. Mais le WEC se construit presque une nouvelle identité, se construit une nouvelle histoire avec de nouveaux constructeurs. Donc, non, je suis absolument pas inquiet pour le futur du WEC. On verra en tout cas déjà
cette année, comment ça va réagir du côté des troupes d'Alpine. Et bon, on leur souhaite quand même des succès, bien sûr. Ce serait pas mal de partir par la grande porte avec gagner au Mans, gagner au Mans, pourquoi pourquoi bien. pas, des podiums, continuer en plus cette belle trajectoire ascendante qui, dans ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Synatech, ne pourra faire que du bien. Si en plus on voit que c'est un programme gagnant, d'autres marques auraient forcément envie de. Surtout de ce qui va être intéressant de suivre, c'est que la voiture a une Evo en plus cette année, une Evo importante. Donc ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Tout à fait, Valentin, et on va maintenant passer après cette belle page sur le groupe Renault. On espère en tout cas qu'on vous aide aussi à mieux comprendre, bien sûr, les raisons derrière ce choix. On va passer maintenant à la Formule 1. Car on a eu les 3 premières journées d'essai à Bahreïn, donc la semaine dernière, 3 nouvelles journées qui continuent à partir de mercredi, jeudi et vendredi pour être précis. Mais donc voilà, on ne va pas encore vous dire que l'on connaît la hiérarchie machin, mais Georges Russell, champion du monde. voilà, si, on va vous dire. J'allais dire alors qu'on la connaît, tu m'as devancé carrément. C'est très fort. C'est terrible. Bon, mais j'ai quand même indiqué pour lancer un peu ces débats sur la Formule 1, est-ce qu'on n'aurait pas un petit quatuor qui se détacherait quand même actuellement entre Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari. Alors l'avantage, c'est que quand on demande à chacune de ces équipes, parce qu'on voit toute la balle, Mercedes estime qu'ils sont à 6 secondes des temps, que c'est une catastrophe ambulante. Que le moteur Red Bull est exceptionnel. Voilà. Red Bull dit, vous savez, nous on est un peu dans le flou, là, alors que Mercedes, voilà. Donc c'est toujours la beauté des essais hivernaux. Mais donc Mathieu, je vais commencer par toi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, est-ce qu'on aurait ce quatuor qui se détacherait un peu? Oui, je pense qu'il ne va pas y avoir de grandes surprises. On ne va pas avoir un Audi ou un Cadillac qui va soudainement faire top 3 immédiatement. Ça, on en avait déjà un petit peu parlé la semaine passée. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de savoir quel sera l'ordre entre les 4, parce que c'est surtout ça qui va nous intéresser. Il va bouger en plus l'ordre, sûrement, il y a des chances. C'est ça, oui, ça va beaucoup bouger. Les deux qui se renvoient surtout la balle, c'est Mercedes et Red Bull, pour rebondir sur ce que tu disais. Les Mercedes disent que le moteur Red Bull est impressionnant, ce qui a l'air vrai, parce que même Isaac Hadjar lui-même a dit, bon, effectivement, on s'attendait pas à ça, donc il faut le notifier quand même. Il a dit un truc qui m'a marqué, il m'a dit, ils ont réussi, il nous a dit, évidemment, qu'il a réussi à en faire en 3 ans, Red Bull, un moteur efficace, là où certains constructeurs en 100 ans n'avaient pas forcément réussi à être aussi pertinent sur une période aussi longue. Donc bon voilà, c'est du Isaac Hadjar dans le texte, il n'y a pas beaucoup de surprises. On parlera d'un autre motoriste tout à l'heure. Tout ça pour dire qu'effectivement Red Bull a fait fort, visiblement. Est-ce qu'ils seront devant? On ne sait pas encore, mais en tout cas ils ont fait fort. Mercedes, pour l'instant, ils ont des problèmes de cohérence, notamment Kimi Antonelli qui a vécu une semaine assez catastrophique à Bahreïn. Il a très très peu roulé, mais malgré tout il a fait le meilleur temps absolu. Donc je trouve que c'est une belle image de là où on est Mercedes. Ils se perdent un petit peu encore une fois dans la fiabilité pure, mais par contre en termes de performance, et bien effectivement là ça va être très très rapide visiblement. Et puis McLaren et Ferrari, on a un petit peu plus de mal à les situer, déjà parce qu'ils parlent moins. McLaren, ils ont toujours eu ce problème au début de cohérence entre le moteur et la voiture en elle-même, mais quand ça fonctionne, ça a l'air de plutôt bien fonctionner aussi. Ils sont un peu plus en retrait, mais difficile de savoir à quel point ils cachent leur jeu. Et l'autre chose aussi, c'est que Ferrari, effectivement, a l'air d'être surtout très fiable. Les Ferrari qui ont tourné quasiment tout le temps, en tout cas, ils ont eu aucun problème véritable. Hamilton et Leclerc qui ont à chaque fois fait plus de 100 tours sur les journées de test. Donc effectivement, voilà, on a ce quatuor qui se détache. Après, il y a certains problèmes chez les autres, mais comme tu le disais, la courbe de progression va être très très importante chez tout le monde. Alors pour rebondir sur ce que tu dis, moi ce qui me plaît chez Ferrari, c'est que justement ils parlent pas. Oui, je suis d'accord. Et je pense que c'est plutôt bon signe. Ils ont beaucoup parlé l'an passé, surtout Leclerc. Et Leclerc là, qui disait si on gagne pas, c'est un échec. C'était un échec, Charles, on peut le dire. C'est un peu le souci. Et là, ça parle pas, j'ai l'impression que ça travaille bien. Bon, je pense que Ferrari, c'est prometteur. Mais pour moi, le quatuor pourrait évoluer sur un facteur, ce fameux moteur Mercedes. Dont le taux de compression pose question. On ne sait toujours pas s'il est légal ou illégal. Mais en attendant, il y a peut-être un monde où en Australie, le quatuor, c'est les 4 équipes équipées d'un moteur Mercedes. Si ce moteur est si puissant qu'annoncé. Donc c'est peut-être le facteur qui peut changer la donne. Et donc avec Mercedes, McLaren et voire Alpine et Williams qui du coup pourraient, s'ils ont vraiment un moteur surpuissant, être peut-être loin devant la concurrence. On rappelle que Toto Wolff a évidemment dit que si les autres motoristes savaient l'avantage que ça procurait, ils ne perdraient pas leur temps dans des palabres inutiles. Bien sûr, voilà. Encore une fois, c'est Toto Wolff dans le texte, je trouve. C'est toujours, voilà. Mais c'est ce que je disais, parce que tu disais que c'est Mercedes et Red Bull qui parlaient. Oui. Et effectivement, on sent que Christian Horner lui manque. Voilà. Il a trouvé qu'en face, chez Red Bull, il y a toujours un peu de répondants. Donc ça, c'est plutôt chouette. Avec Pierre Vacher aussi, notamment, qui disait « Oh, vous savez, nous pour l'instant,
Compliqué, hein. Mais cette section du moteur, elle est intéressante parce que c'est toujours le cas quand on a un changement de réglementation, les équipes essayent d'exploiter la moindre zone grise. Ce qui est normal. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit James Wolfe, ça fait partie du jeu. Bien sûr. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça que Brown Grand Prix est devenu championne du monde en 2009 avec Gatton Button. Parce qu'ils ont exploité une zone grise du règlement avec le double diffuseur. Et ça fait partie du jeu. On est dans un sport, la Formule 1, on est dans un sport où l'ingénierie, l'invention est aussi récompensée et doit rester récompensée. Je suis d'accord avec James Wolfe quand il dit que ça ne doit pas devenir un championnat de balance de performance. À un moment donné, ils sont payés pour ça, les ingénieurs. Ils sont spécifiquement payés Voilà. pour trouver les zones grises et pouvoir les exploiter. Sinon, si tout le monde suit le règlement à la lettre, c'est très facile de faire une voiture. Hein, oui, et malheureusement, ou heureusement, la Formule 1 reste une discipline où la voiture fait beaucoup. Mais parce que c'est un sport, c'est une catégorie de développement, d'invention et d'idées créatives également. Je vais lancer Mathieu justement parce que tu parles de ces inventions, idées créatives et ce changement. Et on disait que certains ont parlé cette semaine. Oui. Notamment Max Verstappen et Lewis Hamilton. Alors, Ils ont parlé de leur voiture. ce sont les deux qui visiblement ont osé parler. Parce qu'en fait, ils ont tous un petit peu dit des choses, mais on sent que les deux champions, effectivement, se sont permis un petit peu plus de choses. Max, il a été encore une fois franco, hein, comme d'habitude. On rappelle ce qu'il a dit. Il a dit qu'effectivement c'était équivalent à des Formule E et que... Sous stéroïdes quand même, si. Merci messieurs. S'il vous plaît. Et le Formule E sous stéroïdes, effectivement, oui, voilà, parce qu'effectivement la gestion de l'énergie va être centrale. Lewis Hamilton qui a dit qu'elles étaient fun à conduire, mais que c'était moins rapide que des GP2, globalement. Donc, c'était un GP2 peu... engine. Voilà, exactement. C'est toujours assez drôle quand ils disent ça en plus, parce que pour l'instant, Bahreïn, ils sont quasiment 10 secondes au tour plus vite que la pole de F2 l'an dernier, donc on n'a pas de risque. Là où c'est compliqué, c'est effectivement cette gestion d'énergie. Il y a deux éléments à retenir par rapport à qui nous ont justement été apportés par les on-board, notamment qu'on a vu à Bahreïn. La gestion de l'énergie n'est plus totalement sous leur contrôle. Il va y avoir aussi beaucoup de la part de l'ingénieur qui va avoir la main là-dessus. Donc c'est ce que disait Pierre Gasly notamment en disant oui, ok, on a la main sur beaucoup de choses, mais beaucoup moins qu'avant. Donc ils seront un petit peu pilotés à distance quand même. Pas totalement, mais un petit peu. Et puis l'autre chose, c'est que s'ils utilisent l'entièreté de la batterie sur une ligne droite, c'est possible. Ça, on l'a vu notamment sur un on-board de Audi, où Nico Hülkenberg justement recharge sur le dernier freinage du dernier virage, justement. Et quand il réaccélère, il utilise la batterie. On voit que la batterie est vide au bout de la moitié, si je puis dire, de la ligne droite. Donc, est-ce que c'est quelque chose de généralisé sur lequel il faut s'inquiéter ou pas? Pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments pour répondre à cette question. Mais c'est possible que la batterie se vide très vite. Donc, encore une fois, on verra à quoi ça peut ressembler. Mais cette perte de puissance en pleine ligne droite, ça peut visiblement arriver. C'était une des inquiétudes. Donc attention à ça, parce qu'effectivement, on peut avoir des courses avec une physionomie très différente en fonction de là où on est le rechargement. Est-ce que la batterie va être utilisée pour se défendre ou pour attaquer? Est-ce que ça va être les deux? Est-ce que dès lors qu'il y en a un qui va plus avoir de batterie, il va pouvoir absolument se faire dépasser par peut-être 3 pilotes en même temps? C'est des physionomies de course où on peut absolument pas savoir pour l'instant, mais où on peut en tout cas émettre des inquiétudes et donner raison en quelque sorte à Lewis et Max, en disant qu'effectivement les courses vont tellement avoir rien à voir par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à maintenant que quelle différence il va y avoir avec la Formule E à terme en termes de gestion et de stratégie, pour l'instant on ne saurait pas dire. Et j'ai une crainte à ce sujet que je partage avec Romain Grosjean, avec lequel j'ai discuté pour un texte qui sera retrouvé dans le guide F1 de cette semaine. Je vais paraphraser Romain, où il me disait qu'il craignait que ça devienne un peu Mario Kart, qu'on risque potentiellement d'avoir des pilotes qui, avec les différences de batterie, un pilote qui double 5 voitures en un tour ou dans la même ligne droite, et qui après se fait redoubler peu de temps ensuite. Et ce qui ressemblerait effectivement à des courses de Formule E, mais malheureusement, ok, ça peut sembler prometteur sur le papier dans le sens où ça ferait plein de dépassements, mais si ce sont des dépassements artificiels, ça n'a pas de sens. Il faut voir s'il y a un bon équilibre. Moi, je sais que j'avais été l'un des seuls défenseurs en France, certainement, des courses de Formule 1 à Misano, il y a 2-3 ans, où, c'était vraiment la foire, mais d'un autre côté, je me disais peut-être que la Formule 1 avait trouvé son aspect différenciant, quelque chose qui faisait que... Et c'est quelque chose où je pense que nous, en tant que fans, et j'inclus la communauté des gens qui nous regardent, évidemment, on va trouver ça pas très organique, pas naturel, très artificiel. Mais je me mets à la place du spectateur lambda, qui notamment arrive via Drive to Survive, on lui promet des trucs exceptionnels, et où il vit quand même des grands prix ces dernières saisons qui sont pas tous formidables. Bon, si ça donne quand même du spectacle, de manière certes un peu comme ça artificielle, ça peut quand même aider le sport. Je prends, avant qu'on en parle tout à l'heure de la NASCAR, mais par exemple ce week-end, il y avait le Daytona 500 où pendant 50 tours, tout le monde était à 3 de front
certes en roulant beaucoup moins vite que les chronos possibles parce qu'ils économisaient de l'essence, mais pour celui qui ne regarde pas habituellement la course et qui n'a pas cet aspect technique en plus, il voit des mecs qui se battent à 3 fronts pendant Et 50 tours. ça fait partie du sport automobile. Bien sûr. Ça fait partie du sport automobile. Enfin, comme. C'est comme le cyclisme. Oui, pendant des heures, potentiellement, il se passe rien. Mais ça reste. On a l'impression qu'il se passe rien, mais ça reste de la stratégie, ça reste de la tactique. Et ça reste de l'endurance. Le sport automobile, malgré tout, même la Formule 1, ça reste aussi de l'endurance, ça reste de la gestion. Et je suis désolé, moi, ça ne m'intéresse pas de voir 10 changements de leader par tour. Ça n'a aucun sens. Et puis surtout, on va commencer à s'intéresser quand même un petit peu, si effectivement les courses ressemblent à ça, à l'intérêt pour les pilotes. Est-ce que ce sera toujours aussi sympa, est-ce que ce sera toujours aussi attrayant de devenir pilote de Formule 1 ? Max Verstappen semblait dire, en fait, on n'est jamais à fond. Parce qu'il y a ce côté gestion pure où en fait on est toujours à 80-90% de ce qu'on peut faire, où ça varie même en fonction des tours. Donc attention de ne pas, on parlait tout à l'heure de l'attractivité du WEC, là on peut parler de l'attractivité de la Formule 1, attention de ne pas trop étirer l'idée et que ça devienne finalement moins sympa. Alors évidemment on verra parce qu'on est au début de la réglementation, donc si ça se trouve ça peut encore évoluer, la technologie peut être bien mieux maîtrisée par les écuries dans les mois et dans les années à venir, donc peut-être qu'effectivement toutes les craintes qu'on a là, elles vont durer quelques mois et ensuite elles vont s'estomper, c'est ce qu'on souhaite à mon avis tous, mais il y a plusieurs questions qui se posent et je pense, on va pas faire la liste exhaustive, mais je pense notamment au départ, les départs qui pourraient apparemment être un petit peu compliqués, notamment à Melbourne où le temps de mettre en température le moteur, on les entend les bruits des moteurs justement à Bahreïn qui sont très très différents et un petit peu moins sexy effectivement que ce à quoi on pouvait s'attendre aussi. Et je pose d'ailleurs la question de revoir potentiellement la procédure de départ. Ça d'ailleurs, moi je suis désolé, j'en mets une petite pièce, mais à un moment donné, quand ils ont découvert le turbo dans les années 70-80 et que les pilotes ils sortaient pied au plancher d'un virage et qu'il fallait attendre 5 secondes pour que le turbo arrive, ça gênait personne à l'époque. Et je trouve qu'on arrive quand même, avec notamment McLaren qui se dit qu'au nom de la sécurité il faut changer ça, je dis, à un moment donné, c'est des pilotes de course, ils sont quand même payés pour réussir à aller au-delà des problèmes. Et si par exemple, tu dois mettre pied au plancher pour faire monter le turbo, tu dois le faire. Si tu as le risque de prendre un départ un peu plus... Enfin, à un moment donné, ils sont quand même... ils sont là pour ça, quoi, aussi. Ça me surprend qu'on veuille toujours... Je suis assez d'accord. Et à titre personnel, moi, j'ai hâte de voir, justement. Parce que au-delà de cette curiosité de est-ce que ça va marcher ou pas, j'ai hâte de voir déjà à quoi ça va ressembler, en fait. Et juste ça. Oui, ça, bien sûr. Puis ça se trouve, des pilotes vont réussir à comprendre plus facilement comment mettre en température et comment faire tourner leur turbo, ça va leur permettre de prendre des meilleurs départs. Le pilote doit peut-être avoir une prise à ce moment-là. Et finalement une part intéressante pendant la course. Peut-être que celui qui va mieux gérer, justement, même s'il est un petit peu piloté à distance, peut-être que la relation ingé-pilote va aussi être mise en exergue. Donc il y a beaucoup de choses moi qui m'intéressent. Encore une fois, on verra ce que ça peut donner, mais effectivement, beaucoup de curiosité. Ce sera diffusé en intégralité cette semaine, donc on aura déjà, à mon avis, un peu plus d'indices sur la physionomie. Et pour finir sur le sujet F1 Formule 1, il y a quelque chose qui va être intéressant à regarder, c'est donc cette nouvelle réglementation F1 et aussi la nouvelle réglementation de la Formule 1 à partir de l'année prochaine. Et cette nouvelle voiture, la Gen 4, dont les performances sont prévues pour ressembler, pour aller possiblement plus vite que des Formule 2, ça peut être un parallèle intéressant à faire avec peut-être une discipline qui a peut-être perdu un peu de son essence, en l'occurrence la F1, et peut-être une autre qui va se révéler et se rapprocher peut-être de la F1 avec la FE. Ouais, c'est pas possible. Ça va être intéressant, le parallèle va être intéressant à regarder. Ouais, ça c'est clair que ça va être très intéressant à regarder. En 2 mots pour terminer cette page Formule 1, Aston Martin. Voilà, les 2 mots sont là. Voilà, Aston Martin. On rappelle que Fernando Alonso n'a plus gagné le Grand Prix depuis 2013. Et je suis très dans la paraphrase aujourd'hui, donc je pense que je vais paraphraser Lance Stroll pour résumer la situation. Il n'y a qu'une seule chose de bien sur cette voiture, c'est la livrée. Voilà. On rappelle que le temps qu'il faisait jour, la météo aussi. Voilà. Oui, mais ça c'est pas sur la voiture du coup. On rappelle que Lance Stroll a globalement dit qu'il leur manque 4 secondes. 4 secondes. Oui. Qu'est-ce que c'est 4 secondes sur un tour finalement, hein? Bon. Qu'est-ce que c'est 4 secondes dans une vie? Non. Je veux dire. Alors ça c'est philosophique, mais on pourra faire une émission spéciale si tu veux. Non mais t'as 4 heures, Michael. Oui. Pour rebondir effectivement très rapidement, parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire de plus, Aston Martin semble effectivement être l'équipe qui a raté son virage. En termes de développement, il n'y a pas beaucoup de choses à en dire. Encore une fois, est-ce que ce sera définitif? C'est trop tôt pour le dire. Si ça se trouve, ils sauront effectivement rattraper leur erreur, mais leur erreur semble quand même très profonde. Et Cyprien ici même la semaine dernière disait ce serait un petit peu la honte si une équipe se trouvait derrière Cadillac. Ça semble être plus que probable aujourd'hui. Ouais.
Et ce qui est décevant, c'est qu'ils ont recruté Adrien Noué, ils ont développé une nouvelle usine. Enfin, ils ont mis des millions pour être performants sur cette nouvelle usine avec cette nouvelle réglementation. Et oui, ils sont qui aurait pu prédire que Honda, avec une nouvelle réglementation moteur, arrive avec un nouveau moteur et que l'ingénieur qui s'occupe du châssis ne laisse pas assez de place au moteur pour s'exprimer. Qui aurait pu le prédire? Je ne comprends pas, c'est fou quand même. Ça ressemble un peu à McLaren il y a quelques années, tout ça. C'est fou ça, c'est marrant, dingue, avec le même pilote dedans en plus. C'est complètement dingue. Quand il va nous sortir le GP2 Engine à Melbourne. En tout cas, il était ravi, Fernand, on l'a vu. Avec le visage du bonjour. Oui. Est-ce qu'on n'aurait pas une retraite précipitée de Fernando pendant l'année? Après, moi je rappelle qu'il avait dit, avant de revenir dessus, mais il a dit que s'il se battait pour le titre, il prendrait sa retrette. Là, il peut continuer 10-15 ans T'inquiète encore. Pas il me semble qu'il a aussi dit que si la voiture n'était pas compétitive, j'ose espérer, parce que là c'est... Après, bon, il suffit que... Le vrai problème semble être quand même principalement de faire fonctionner ce moteur Honda et de le faire respirer dans ce package. Celui que ça fonctionne dans l'année, et ça se trouve, on se rendra compte que la voiture conçue par Adrien Noué est formidable, mais... peut-être que oui. Alors, c'est aussi l'avantage d'une nouvelle réglementation comme celle-ci, c'est que... Ça va bouger. Ça va bouger, surtout maintenant qu'il y a 24 Grands Prix dans l'année. Oui, c'est ça. Une voiture ratée, il suffit d'une bonne évolution, et tu remontes au classement. C'est ça. Donc... Oui, peut-être qu'ils vont probablement trouver des solutions au cours d'année pour rattraper le retard, et peut-être qu'effectivement, c'est peut-être juste une pièce, c'est peut-être juste un détail qui fait que cette voiture, pour l'instant, est ratée. Mais en tout cas, il ne faut pas les attendre devant à Melbourne. Voilà, maintenant, s'ils sont derniers à Melbourne et qu'ils cassent les moteurs en course au bout de 15 tours, toute la communication de l'hiver va certainement leur revenir comme il faut en boomerang. À mon avis, là, ils ont peut-être fait un petit peu trop. Après, il suffit qu'ils viennent à Melbourne et qu'ils gagnent, et là, on ravalera notre chapeau. Alors, mais ça se trouve, alors, il y a deux solutions à ce niveau-là. Soit ils cachent leur jeu de manière extraordinaire et ce sont les maîtres du poker. Lawrence Stroll, là, oui, là, parce que... ça paraît peu probable. Soit, on l'a dit, il reste 3 jours d'essai à Bahreïn. Ils arrivent déjà qu'ils ont... Voilà, je la refais. Il y a 3 jours d'essai encore à Bahreïn. Peut-être qu'ils vont y arriver avec une idée. Peut-être qu'ils ont eu déjà une idée avec leurs 3 jours d'essai la semaine dernière à Bahreïn. Et peut-être que déjà, ils vont déjà avoir trouvé une nouvelle pièce, développé une nouvelle pièce pour changer les choses. Peut-être, mais j'y crois pas. On verra effectivement cette semaine qu'est-ce que ça va donner pour Aston Martin et pour tous les autres. Et on va terminer comme d'habitude avec les résultats du week-end. Et ce week-end, il y avait donc de la Formule 1. On en parlait il y a quelques instants de la Formule 1, mais elle était là ce week-end à Jeddah avec 2 courses ce week-end, mon cher Valentin. Sur le circuit de la Corniche, vendredi et samedi. Et nous avons un nouveau leader au championnat, mon cher Michael. Un ancien champion du monde. Alors, personne de Pascal Wehrlein. Ah, c'est pas Stoffel Van Dorn, zut. Non, c'est un Allemand. Il roule chez Porsche, c'est Pascal Wehrlein qui s'est imposé sur la première course. Il prend la tête du championnat. Un peu plus compliqué la deuxième, il termine 8ème. Mais ça ne l'empêche pas de partir de Jeddah avec les commandes. Devant Eduardo Mortara, qui malheureusement partait en pôle des 2 courses et n'a pas réussi à s'imposer, puisque la victoire de la deuxième course est revenue. On en parlait, un pilote qu'on a mentionné plus tôt dans cette émission, Antonio Félix da Costa, le portugais, qui décroche sa première victoire avec Jaguar dès sa 5e course, et il était très, très touché de s'imposer pour la première fois avec un de ses 2 nouveaux constructeurs de cette année. C'est vrai, peut-être qu'il s'imposera avec le 2e, on le verra, et c'est ce qu'on on l'espère, évidemment, très clairement, et on rappelle aussi ça, il faut qu'on le mentionne, mais il y avait également le lendemain du 2e Prix de Jeddah, les Formula E Evo Sessions. Ça vaut le coup de mentionner, ça ? C'est là où nous allons arrêter la mention justement de ces Evo Sessions. C'était grandiose, mais vous pourrez trouver les résumés... pas sur AutoHebdo. Voilà, pas sur AutoHebdo, mais sur d'autres coins des internets. Ce week-end, il y avait quand même la manche d'ouverture de la NASCAR Cup Series, le Daytona 500, la manche la plus richement dotée et la plus prestigieuse du championnat. Écoutez, Michael Jordan a gagné, voilà. Bon, alors... Incroyable. Après tout ce qui s'est passé cet hiver... Je savais que t'allais commencer ta phrase comme ça. Michael Jordan a gagné, c'est ce qu'il faut retenir évidemment. La victoire de Tyler Reddick, membre de l'équipe 2311 Racing, l'équipe de Michael Jordan et Denny Hamlin, l'équipe qui a attaqué la NASCAR en justice et qui a quand même un peu gagné cet hiver parce que ça s'est terminé à l'amiable, mais c'est plus la NASCAR qui a perdu des plumes dans l'histoire que les équipes qui étaient incriminées. D'ailleurs, il y avait eu un parallèle très amusant qui avait été signalé en conférence de presse, c'est qu'il y avait 3 équipes qui étaient vraiment ciblées, donc 2311 Front Row qui était aux côtés de 2311 dans l'attaque en justice, et Richard Childress Racing, dont le patron Richard Childress avait été nommé dans un SMS de la part du président de la NASCAR, qui n'est plus président de la NASCAR depuis, comme un abruti de redneck. Bon, voilà, c'est toujours très sympathique. Et donc, vendredi, en truck, c'est Front Row qui a gagné.
Samedi, c'est Richard Childress qui a gagné en 2e division. Et dimanche, c'est incroyable. Petitry Leven qui gagne. Donc finalement, tout est bien dans le meilleur des mondes. C'est beau que ce soit Tyler Reddick qui gagne aussi, parce que ça a été compliqué pour lui. Oui, l'an dernier, c'était plus difficile. Il s'est bien repris en gagnant à Indianapolis notamment. Mais voilà, il l'avait dit dans l'interview après, il a dit quand on roule pour Michael Jordan, on s'attend à gagner toutes les courses. Et c'est ce Puis des petits soucis, enfin des gros soucis personnels aussi avec son enfant. Donc c'est une belle histoire. Dans une fin de course explosive. Très Daytona 500, hein, finalement. Donc ça, c'était habituel. Mais moi, je retiens des choses positives. C'est que la course a fait 200 tours. Pas un de plus, et c'est plutôt rare, donc il faut se le dire. Et voilà, et ça s'est terminé sous drapeau vert. Alors la NASCAR aurait pu mettre un drapeau jaune vu le carnage du dernier tour, mais ils l'ont pas fait. Oui. Décision qui, si elle fait acte de jurisprudence, pourrait leur revenir en boomerang également, on l'espère pas, mais ça peut causer des petits problèmes de sécurité. Mais voilà, Tyler Reddick a profité évidemment de pas mal de grabuge autour de lui. Mais il se met 2e à l'aube du dernier tour, il fait des moves qu'il faut, il attaque comme il le faut. Son attaque droite-gauche, elle était assez exceptionnelle, elle est avant le Big One. Donc, c'est ça, elle était très bien fichue. Ensuite, dernier virage, il se fait bien aider par Riley Herbst, son équipier, qui ensuite l'aide bien aussi en s'occupant du reste du peloton globalement. Il a fauché toute concurrence. Voilà, je tiens à vous rappeler, il y a je vais vous la mettre, on met en image statique, mais vous avez ici la photo finish pour la 3e place. Il n'y en a pas un qui est dans le bon sens, je suis d'accord, mais c'est la photo finish pour la 3e place de Daytona. Il a eu le show aussi, Reddick, à un moment. Ça touche l'arrière, je crois. Ça touche l'arrière, il est pris dans le Big One en milieu de course, aussi, il est un peu impliqué, mais il effleure les autres voitures, donc ça va, il s'en sort bien. Bref, ça a été une course un peu sauvage, comme souvent à Daytona, mais qui lance toujours bien la saison. C'est pour ça qu'on aime la NASCAR. Voilà, et il y a eu un parfum tout ce week-end old school, et il y a un retour un peu à l'ancienne méthode, avec le chase qui revient. Voilà, il y a une saison qui va être sympa. Ce qui est bien, c'est que la course n'a pas été interrompue par l'orage, puisqu'on n'est pas passé loin quand même. Ah bah de toute façon, 10 minutes après, il a commencé à pleuvoir, 2 heures après, c'était le déluge. Donc voilà, heureusement, ils avaient décalé la course d'1 heure, et c'était une très bonne décision. Et il y avait également ce week-end, Valentin, à Bathurst en Australie, les 12 heures. Le Mount Panorama. Voilà, la manche d'ouverture de l'IGTC. Oui, exactement. Bah oui, j'ai eu un bug, mais oui, tout à fait. Là aussi, il y a eu des accidents. Là aussi, il y a une situation qui aurait dû valoir un drapeau jaune, une neutralisation, puisqu'elle a provoqué un grave accident où a été impliqué ce qui était à un moment le leader de la course, Ralph Aaron sur Mercedes. Un accident spectaculaire, puisqu'on avait 2 voitures immobilisées au sommet, vraiment au passage du sommet du Mont Panorama. Et Ralph Aaron, qui est arrivé lancé plein de balles en aveugle, n'a pas pu éviter les voitures devant lui. Énorme crash, énorme accident. La Mercedes capot ouvert, début d'incendie. Heureusement, tout le monde va bien. Et premier drapeau rouge à Bathurst depuis 2018. Mais bon, là, effectivement, une neutralisation de course aurait été, je pense, la bienvenue avant cet accident. Oui, c'est assez fou. Ça paraît assez inconcevable qu'il n'y a pas eu l'idée, parce que ça faisait de longues secondes que les 2 voitures étaient mobilisées en travers dans une zone où les pilotes arrivent à l'aveugle. Ils ont vraiment eu le temps de réagir, et c'est ça qui est très, très embêtant. On est au sommet de... Voilà, pour ceux qui ne situent pas le circuit de Bathurst, le Mont Panorama, c'est vraiment, on escalade la montagne et on redescend. C'est ça. Et là, on était vraiment au sommet où les pilotes arrivent en aveugle, et c'était très très dangereux. Ça aurait pu être dramatique. Ce qui a été dramatique, c'est ce pauvre kangourou qui, malheureusement, lui, n'a pas survécu. Puisque, ah oui, ça je te garantis qu'il n'a pas survécu, le kangourou. Tout début de course, le malheureux Christopher Miss, pilote de Ford Mustang, a malheureusement croisé la route d'un kangourou. Je vous invite à aller regarder l'état de la Mustang. Oui, il n'y a plus d'avant. Il y a plus d'avance. Il est à 245 km/h, je crois qu'il a tapé le kangourou. Non, mais l'image qui fait là pour le coup quand même peur, c'est Christopher Miss qui sort de sa voiture. Qui sort de sa voiture en sang. Et c'est pas son sang. Le casque, ça a quand même été. On n'est pas passé loin d'un vrai drame. Oui, ça aussi, ça pose un peu question quand même, je trouve. Alors oui, ça fait un peu le charme de Bathurst, effectivement, les kangourous qui se promènent. Mais bon, là, on est quand même loin des histoires de marmottes à Montréal. Déjà que c'est triste pour les marmottes à Montréal, mais là c'est dangereux en plus. Puis surtout, là, on arrive à ce moment qui est un peu comme la Nordschleife, c'est-à-dire que c'est quand même des GT3, quoi. Ça renvoie très très fort, et quand tu tapes à Conrad Strait la grande ligne droite en descente, ça va tellement vite que ça devient vraiment dangereux pour tout le monde, et ça,
c'est assez embêtant. Oui, parce quand que même. contrairement au F1 sous stéroïdes, enfin au FE sous stéroïdes de Max Verstappen, en GT3 on va à fond et d'ailleurs il a d'ailleurs fait le parallèle à un moment Oui. par rapport à ça. Bon, je Oui, ferme il la sera, parenthèse. il sera Bathurst dans 2 ans, hein, globalement. Max Il sera Verstappen, peut-être à ce probablement niveau-là. déjà sur la Nordschleife cette année, enfin 24 ans du Nürburgring, je veux dire. Et autre accrochage qui cette fois offre la victoire, beaucoup moins grave, mais cet accrochage en fin de course sur une relance entre Jules Gounon et Kelvin van der Linde qui se disputaient la première place. Attaque de Jules Gounon au virage 1, Van der Linde ferme la porte, les deux partent large au premier virage. Et donc ça ouvre la porte à Maxime Martin qui prend les commandes de l'épreuve et qui va s'imposer avec la Mercedes 888 de groupe M en compagnie de Maro Angel et de Michael Grenier. Et Cocorico puisque deuxième place et victoire dans sa catégorie pour Dorian Buccolacci sur une Porsche High Class Racing en compagnie de Kirong Lee et Anders Feuerbach de High Class Racing. Et troisième place pour Valentino Rossi chez BMW avec Raffaele Marcello et Augusto Farfus. Voilà, bah oui, encore un podium pour Valentino Rossi à Bathurst. Hein. C'est le Encore. deuxième, si je dis pas de bêtises. Il me semble, oui. Voilà, donc bravo à tout le monde, encore une fois. Et comme toujours, ça donne quand même des images assez incroyables. On rappelle que la course démarre de nuit, elle se finit de jour. C'est assez sympa sur cette Et- montagne de Bathurst. Rip au kangourou. Bien sûr, ça évidemment, voilà, hein, n'hésitez pas à mettre vos messages de condoléances dans les commentaires. C'est la fin de cette émission Auto Hebdo, l'occasion quand même de vous rappeler que cette semaine, vous nous l'avez réclamé ces dernières semaines, eh bien il est là, le guide Formule 1 2026, il sort donc ce lundi à 20h en version numérique et ce mercredi en kiosque. Merci beaucoup Valentin, merci Mathieu Merci à d'avoir vous, été là. au plaisir. Merci à vous. Et puis à la semaine prochaine, ciao ciao.